Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 27 novembre 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BTC. Comme prévu les gars, on a notre rebond qui est en train de se faire, ça fait plaisir. Je sais pas si vous êtes en trade ou pas dedans, mais rappelez-vous, moi j'avais posé mon dernier long, j'avais fait un long, deux longs, non j'avais fait un long qui était pas passé, un deuxième long qui était pas passé à 7 dollars près les gars, j'avais trop le seum. Du coup là j'avais posé mon troisième et mon dernier long sur BTC pour jouer en fait le rebond, rappelez-vous dans la FG Weekly. Donc pour l'instant ça marche plutôt bien, vous allez voir que j'ai pris quelques profits à court terme pour éventuellement les réinjecter un peu plus bas parce que vous allez voir qu'on a laissé des FG en 4 heures daily qu'on peut aller combler vers les 88 000, 87 000 dollars, donc ça c'est grave faisable. Mais en tout cas, le rebond est toujours d'actualité, donc rappelez-vous, l'objectif c'est faire un peu comme en 2022, d'aller chercher donc la clôture weekly dans la grosse FG qu'on avait à 86 000 dollars, donc ça a été validé, et ensuite du coup de former un rebond progressif qui peut se faire en pas mal de temps, parce qu'en 2022, pour faire ce rebond au 0,382 de Fibo, on avait mis genre 2 mois. Et là, si on fait le même rebond au même niveau de Fibo, à 0,382, eh ben, on pourrait atteindre les 98, 100 000 dollars. Et pareil, on pourrait mettre 2 mois aussi. Et vous allez voir que ça peut se faire en plusieurs temps. C'est-à-dire que là, ça fait à peine 2 semaines, on a déjà monté assez fort. C'est exactement ce qui s'était passé aussi en 2022. Et ensuite, on avait corrigé, attendu un bon mois avant de remonter et du coup former voilà, la fin du rebond. Ça peut très bien se former comme ça. Et si, en tout cas, ça prend cette direction-là, ça va nous donner beaucoup d'indications pour la suite, en tout cas, du bull run ou du bear market. Parce que vous allez voir que suivant le rebond qu'on a, si le rebond prend son temps ou si le rebond est beaucoup plus agressif, on va avoir aussi une indication pour voilà, la suite du marché qui va être aussi intéressante parce que ça y joue. Quand c'est un rebond qui est plus long, avec moins de momentum, qui galère à aller chercher déjà juste les 0,382 de Fibo, c'est qu'en général, ça sent pas trop bon. Par contre, c'est un rebond qui est assez fracassant, je sais pas comment expliquer, mais qui est assez fort, soudain, et qui remonte très vite avec pas mal de momentum. En général, c'est qu'on est dans une reprise haussière. Bon, ça reste des généralités. Comme d'habitude, c'est pas une certitude, mais ça va être quand même intéressant à analyser. Vous allez voir aussi qu'au niveau du rebond, on a vraiment cette target des 96, même 100 000 dollars, pour plein de raisons, mais vous allez voir qu'il y a des raisons supplémentaires qui arrivent et qui sont d'autant plus intéressantes. Donc voilà, ça c'est pour le court terme. Vous allez voir que sur l'analyse un peu plus long terme, rappelez-vous, j'étais plutôt périche. Je commence à vous dire que je voulais vendre 50% de mes cryptos quand on allait former ce rebond vers les 96-98 pour sortir du marché. Je suis même en train de me dire que je pense que je vais vendre 80% de mes cryptos. J'abuse un peu peut-être, mais je pense que c'est, en tout cas pour moi et mon profil, c'est le bon plan à suivre. Je pense vendre 80% de mes cryptos si on revient vers les 98 000, 100 000 dollars. Parce que vous allez voir qu'il y a de nouveau des data, de nouveaux des indicateurs, de nouveau des choses qui vont dans le sens du bear market que moi je privilégie. Alors qu'en étude, c'est peut-être mon biais qui est plutôt baissier qui va privilégier ces infos-là. Mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez flagrantes par rapport à ça. Donc voilà, vidéo assez chargée, puis je vous ferai un point à la fin sur les altcoins pour savoir si vous pouvez avoir quand même une alque season. Si on n'en a pas, comment est-ce possible et qu'est-ce qu'on pourrait viser pour les altcoins dans le futur, mais je parle pas pour 2026, mais je parle pour voilà, les 5-10 prochaines années. Donc voilà, grosse vidéo, et on commence du coup directement par ce petit rebond technique. Alors regardez ça, le 24 novembre, je vous ai parlé du coup donc de ce rebond-là. Alors déjà, c'était même avant, le 21 novembre, on avait vu ensemble que voilà, l'objectif, rappelez-vous, c'était... Alors mais attendez, c'est encore avant, j'avais oublié. Voilà, le 18 novembre, putain, 18 novembre, on avait vu ensemble ça. Alors en gros, l'objectif, c'était voilà, de corriger, d'aller chercher une mèche, même en dessous, rappelez-vous de la FG, clôturer en weekly dans la FG, pour ensuite former le rebond, aller chercher les 98, 100 000 dollars, et ensuite, bam, partir en bear market. Et du coup, former ce dead cat bounce avec ce rebond-là. Et du coup, ce rebond-là, pour moi, comme j'ai expliqué, ce serait éventuellement ma porte de sortie avant le bear market. Donc c'est ce qu'on visait. Du coup, ensuite, ça a plutôt bien enchaîné parce que, vous voyez, on est exactement allé en dessous de la FG. On avait vu ensemble qu'en 2022, on avait fait moins 7% en dessous de la FG en mèche avant de clôturer dedans. Et là, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait moins 6,5%, un truc comme ça. On a remonté dedans, on a clôturé en weekly dedans, et après l'objectif, voilà, c'était de remonter. Et du coup, ça a plutôt bien suivi. Vous voyez, on a formé le rebond, on a clôturé en weekly pile dans la FG, donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et ça, c'est vraiment important parce que si on avait clôturé en dessous de la FG en weekly, ça veut dire qu'on aurait formé une IFVG. Là, ça aurait été beaucoup plus baissier. Donc là, c'est pas le cas, donc ça, c'est cool. Et du coup, là, quand on remet à jour, vous voyez, à chaque fois que je vous mets à jour toutes les vidéos, au final, ça suit un peu le plan qu'on avait fait de base. Donc ça, c'est cool. Et regardez, on voit ici très bien que on a fait un joli rebond. Alors là, c'est en weekly. En regardant daily, ouais, c'est un peu mieux matérialisé avec plusieurs bougies. Mais en gros, voilà, là, on a le rebond en cours. Ce qui peut très bien se passer, et ce que j'expliquais tout à l'heure en intro, c'est qu'on peut voilà, faire un premier petit top ici temporaire et ensuite commencer à corriger, former éventuellement un deuxième creux, oui, revenir vers les 80-85 000 dollars, former un deuxième creux et ensuite remonter pour finir notre rebond vers les 0,38 de Fibo. Donc faut pas trop s'affoler, ça peut prendre du temps. En 2022, je l'avais montré, hop, ici, vous voyez, entre là, je suis en weekly, entre le moment où on a fait le rebond, donc ici, le moment où on a fait le premier rebond, vous voyez, on a fait un premier rebond en 3 semaines qui a été très fort. Derrière, on est venu corriger en double creux au même niveau que là, on a formé le bottom pour faire paniquer un peu tout le monde. Et ensuite, bam, on a reformé le deuxième rebond. Mais du coup, le premier rebond a duré 3 semaines, mais l'ensemble du rebond jusqu'au 0,32 Fibo ici avait duré genre 2 mois. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut avoir voilà, sur 2-3 semaines. Donc là, si vous voulez, c'est à peu près le même,
le même schéma. C'est-à-dire que là, ça fait une semaine qu'on pète. On peut très bien retrouver un premier rebond qui arrive vers les 95 000 $ par exemple, je sais pas, entre 90 et 95 en quelques semaines, mais derrière, avoir une correction pour faire un rebond plus profond sur 1, 2, 3 mois éventuellement. Je pense que 2 mois sera déjà bien suffisant. Et ensuite, aller chercher les 0,38 de Fibo pour ensuite, bam, partir bear market ou bien relancer le bull run, même si vous allez voir que moi, je privilégie plutôt le dead cat bounce avec le bear market. Et ce rebond-là, il va avoir de l'importance parce que, comme j'expliquais juste avant, vous voyez, si on commence à faire un rebond comme on avait, je vous montrerai après sur TradingView, mais comme on l'avait durant les dernières corrections de bull run et qu'on avait donc un V-bottom qui se faisait avec bam, ça repartit direct, ça enchaînait de bougies vertes, ce ne sera pas la même en fait. Si là, on enchaîne des bougies vertes et on arrive direct aux 100 000 $ dans l'espace de 2-3 semaines max, et qu'on a un fort momentum qui va avec, et on voit que le reste du marché aussi suit en fait le mouvement, comme on avait eu sur les anciennes corrections, on n'avait pas que BTC qui montait, mais aussi les altcoins qui resuivaient derrière, et ben là, ce sera un signal qui sera quand même plus encourageant pour une continuation haussière de bull run. Si par contre, voilà, on a notre rebond qui sont plusieurs fois, qui est un peu mou, comme ça, qui rebondit, qui là met un peu de temps, qui vient corriger, qui ensuite rebondit, etc., qui met 2 mois à arriver là, et qu'on n'a pas de momentum, on a des altcoins qui ne sont pas forcément plus haussiers que Bitcoin, je pense que ça va être compliqué. Là, à mon avis, il faudra plutôt privilégier le bear market. Parce que quand tu as un rebond comme ça, qui est un peu mou, en général, c'est plus significatif d'un dead cat bounce, d'un rebond avant d'un marché baissier, que d'une voilà, reprise haussière où on rattaque à la hausse avec full momentum. Ça, c'est assez vrai. Mais voilà, on va pas se baser que là-dessus. Je vais vous montrer d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Alors déjà, plus à court terme, pour le rebond, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que donc dans cette zone, rappelez-vous 0,32 de Fibonacci, on a aussi le gros cluster de liquidation. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, il était hyper intéressant quand on était tout en bas là. On avait pas mal de liquidation entre les 96 et 98 000 $ au niveau des shorts. Et là où les shorts, ils sont trop cons, désolé du terme, je suis pas très poli, mais là où les shorts, ils sont un peu cons, c'est qu'en fait, ils vont poser leur liquidation dans la FG Weekly. Ça, je comprends pas. Alors, je parle pas de la FG Weekly qu'on a ici, hein, mais celle qu'on a au-dessus. C'est-à-dire que là, on a formé une FG Weekly où il y a entre cette mèche et cette mèche. Donc, ça veut dire que c'est une FG qu'on devrait venir combler à la hausse pour ensuite, bam, corriger à la baisse. Et du coup, tous les shorts qui ont shorté là durant cette phase, et ben en fait, ils ont posé leur liquidation ici. S'ils auraient été smart, ils auraient mis leur liquidation au-dessus de la FG. Enfin bref, c'est comme ça, tant mieux pour nous, ça nous arrange pour aller pousser ce rebond-là, si vous voulez, dans la liquidation. Et on le voit clairement, voilà, que cette zone-là, des 96, 98 000, ça ressort pas mal. Je peux même vous le montrer, hop, directement sur les datas pour vous montrer à quel point bah, c'est une zone où il y a beaucoup de liquidation. Et on le voit, là, des 96 au 98 000, c'est rempli de jaune, rempli de liquidation. Vous voyez, juste là, on a 100 millions, 100 millions, 127, 183, 75, etc., etc. Et au-dessus, bah, il y a un peu de vert, mais oui, c'est beaucoup moins important. Et pareil en dessous. Et quand on dézoome même un peu plus en un mois, vous allez voir qu'il y a encore d'autres liquidations au-dessus, mais elles sont hyper loin. Elles sont vers les 112 000 $. Donc, vous voyez, de la marge. Et en gros, bah, les deux gros clusters, c'est celui-là et celui-là. Et donc, faire un rebond, vous voyez, dans les 0,38 de Fibo ici, vers les 98 000, pour aller chercher ces liquidations et ensuite, bam, partir par market, ça se tient. Après, si on est dans une reprise haussière, bah, en fait, aller chercher en premier temps ce niveau, ensuite corriger, pour ensuite, bam, aller chercher ce niveau des 112 000, ça se tient aussi. Mais ça, du coup, c'est dans le scénario où on part en reprise haussière de bull run. Et là où il faut faire gaffe, c'est que c'est pas parce qu'il y a des liquidations de short à la hausse qu'on va forcément venir les combler. Et inversement, au niveau des longues. C'est impossible. On ne peut pas tout le temps le faire. Si vous voulez. C'est pas parce que là, par exemple, il y a beaucoup de liquidations au niveau des 112 000 qu'on va forcément aller les chercher. On peut très bien partir en bear market et jamais venir les combler. Et les mecs qui ont mis des shorts ici, eh ben, ils seront ultra gagnants. Et ça arrive. Et inversement, quand il y a des mecs qui posent des longues et que le marché part et qu'on ne revient pas les chercher, eh ben, ils vont gagner beaucoup d'argent et c'est comme ça. Le marché ne va pas toujours tout le temps tout combler parce qu'en fait, c'est juste impossible. Il ne pourra jamais prendre une direction ou une autre s'il doit tout le temps combler à la hausse ou à la baisse les liquidations qui sont restées. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est le nombre de liquidations qu'il y a. Ouais, là, on a quand même des liquidations de plusieurs centaines de millions, donc ouais, c'est quand même assez important. Et la même chose vers les 112 000 $, ouais, c'est des 100 millions, etc. Mais c'est pas non plus le plus gros cluster de liquidation qu'on ait pu voir. Parce que, rappelez-vous, en bull run, on avait des zones de liquidation, on avait 300 millions par ligne. On avait 300, 400 millions par ligne. Donc on avait plusieurs milliards. Là, voyez, on a quelques centaines de millions, donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus voilà, quelque chose qu'on ne peut pas, si vous voulez, liquider. Donc bref, voilà pour ça. Et du coup, voilà, là, premier objectif, là, court terme, c'est d'aller chercher ce rebond. Et une fois qu'on sera là, voir comment on a formé le rebond pour voir si on privilégie plutôt un bear market ou un top de bull run. Bon, ce sera pas la seule indication qu'il faut regarder. Je vous en montrerai d'autres durant la vidéo. Du côté de mon trade, qu'est-ce que j'ai fait? Rappelez-vous, le 21 novembre, je vous avais dit, dernier long que je tente pour jouer le rebond de la FG Weekly. Good luck, parce que j'avais déjà tenté un trade qui n'était pas passé. Un deuxième, je m'étais fait liquider, les gars, 7 $ près. Je vous avais montré, j'avais trop le seum. Du coup, j'en ai posé un troisième avec moins de margin et des ordres un peu en dessous, ouais, pour essayer d'aller moyenner mon prix d'achat à la baisse. Ils n'ont pas tous été pris, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont été pris. Donc voilà, je suis monté à 6005 de PNL. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, j'ai retiré donc 6000 de PNL à peu près. Ouais, ici, j'ai tout TP et j'ai replacé des ordres dans la FG 88 000 et 88 600.
Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors peut-être que j'ai foiré et qu'en fait on va directement monter aux 98 000 et j'aurais pu taper mon trade ici, mais je préfère me dire que voilà, là je vous save, je remets des ordres ici tranquille. Si je vois que ça descend, bah au moins mes ordres sont pris et puis derrière, et de rejouer le roman à 98 000. Je pense qu'on peut prendre notre temps et pas directement monter comme j'expliquais tout à l'heure. Et du coup, là où j'ai mis mes ordres, hop, vous voyez, j'en ai deux, 88 000 $ et 88 600 $. Pourquoi? Parce que regardez, en 4 heures, on a deux FG. Alors en 4 heures, on a plutôt une FG qui est ici. Vous voyez, un trou qu'on a hop laissé. Et donc, ça pourrait être intéressant de venir combler cette FG ici avant de repartir. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un ordre à 88 800 et à 88 000 juste là. Voilà, au moins, ça permettrait d'aller dans le FG et de repartir. Et derrière, en daily, on a la même chose en fait. Alors, elle n'est pas encore créée, il faut attendre la clôture de ce soir. Mais vous voyez, pareil, on prend la bêche qu'on a ici avec hop, la mèche qu'on a du coup ici de ce soir quand elle sera finie. Et du coup, on aura cette FG là qui est laissée et qu'on pourrait revenir éventuellement. Ouais, on peut même monter là, revenir combler plus tard avant de repartir. Ça, c'est possible. Donc voilà, ça c'est pour le court terme. Ensuite, je vais passer plus pour le moyen long terme. Alors, gros tweet là, mais ça c'est intéressant les gars. Il faut vraiment le regarder en entier. Je sais qu'il y a pas tout le monde qui l'a lu, mais lisez-le en entier. Je vais le passer avec vous, ce sera peut-être plus simple en résumé au lieu de te le lire. Mais en gros, j'ai fait un tweet en vous disant je pense qu'on a plus de chances de partir en bear market que de relancer le bull run. Voici pourquoi. Bon, avant tout, le but n'est pas de trouver est-ce qu'on va partir en bear market ou de trouver est-ce qu'on va partir en bull run. Le but, c'est de sauvegarder son capital et le faire fructifier. Ok. Et suivant votre profil, suivant votre capital, suivant votre position dans le bull run, suivant ce que vous avez fait, suivant ce que vous voulez comme risque, comme rendement, etc., vous allez avoir une décision qui va être différente de chacun. Alors forcément, si le marché est complètement en bear market, la meilleure décision reste quand même, dans la majorité des cas, de vendre et inversement sur un bull run. Mais vu qu'on est avant ce mouvement-là, on ne le sait pas. Et donc, il va falloir adapter un scénario par rapport à votre profil. C'est hyper important. Et là, ce que j'explique ici, c'est par rapport du coup à moi. Et moi, je ne suis pas dans un profil comme j'avais pu avoir en 2021 ou même récemment dans ce bull run en voulant faire des gros multiplicateurs et faire all-in sur les cryptos pour tout casser. Là, on se rapproche du fin de bull run. Je suis plus dans une optique de vouloir sauvegarder mon capital que de vouloir faire fructifier plein de balles. Et du coup, je préfère prendre moins de risques et sauvegarder une partie de mon capital que de prendre plus de risques et avoir plus de rendement. Et ça fait une différence. Et ça, il faut que vous fassiez le travail de votre côté. Bon, maintenant, je vais donner quelques points. Pourquoi moi je pense qu'on a plus de chances quand même de partir en bear market? Déjà, première chose, alors il y a deux gros points à chercher. C'est déjà au niveau du niveau technique, ça on reviendra après, mais aussi le niveau macroéconomie. Alors, en gros, niveau macroéconomie, je pense qu'on peut avoir un rebond, vous voyez, du marché avec un regain d'espoir, un peu comme dans 2022, avec la baisse des taux de décembre. Et en vrai, ça coïnciderait bien. Rappelez-vous, je vous avais parlé du fait qu'on pourrait avoir un rebond là sur BTC, ouais, hop, comme en 2022, qui dure plusieurs, 1 ou 2 mois, qui revient ici. Et en fait, ça atteindrait pile vers décembre-janvier, ouais, vers janvier, ça ferait un rebond de 2 mois, exactement comme on a eu en 2022 ici, ouais, ce rebond-là, avant de partir à la baisse. Et donc, former un rebond sur 2 mois et arriver à la fin du rebond vers décembre-janvier, au moment où on a la baisse des taux en décembre, ça pourrait être pas mal. Enfin, ça pourrait passer en termes de timing par rapport à cette baisse des taux. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que le seul catalyseur, ouais, la seule chose qu'on a à court terme pour se donner un peu de l'opium sur les cryptos, du fait que voilà, on anticipe que ça monte, c'est la baisse des taux. En se disant que voilà, la Fed de base, ils avaient prévu de baisser les taux d'intérêt en décembre, je crois, à plus de 90%. Finalement, après la conférence de FOMC en octobre, c'était tombé à 36% là, il y a quelques semaines, parce que Powell avait dit voilà, il n'y a rien de sûr pour décembre, donc vous affolez pas. Et du coup, tout le monde a commencé à FUD et à paniquer. Et comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est pareil. Quand on a du FUD, le marché anticipe le pire. Et du coup, on va dans le pire du pire du pire. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu que bah, c'était pas si pire que ce qu'on pensait, et ben le marché, hop, il réanticipe à la hausse. Du coup, là, c'est ce qui est en train de se passer. Sauf que ce qui risque de se passer, c'est que le rebond, bah, le marché va un peu trop anticiper à la hausse, en se disant ça y est, c'est bon, ça repart, etc. Et là, en fait, la réalité va être plus basse, ce qui va faire que bam, on va réanticiper à la baisse. Plein de balles. C'est toujours ça, hein, de toute façon, c'est toujours élastique qu'on tend d'un côté ou d'un autre. Mais du coup, moi, ce que je vise et ce qui, je pense, ce qui va se passer avec la Fed, c'est qu'en fait, la Fed va baisser ses taux d'intérêt en décembre. Et donc, jusqu'à décembre, ça va être pricé par le marché comme bullish. Donc, le marché risque de former un rebond et d'être plutôt haussier par rapport à cette baisse des taux. Par contre, quand on va arriver à décembre, que la baisse des taux sera validée, bah, qu'est-ce qu'aura regardé le marché? C'est les taux d'intérêt la prochaine fois qui sont, il me semble, en janvier ou février, je ne sais plus exactement. Mais la prochaine baisse des taux. Et le truc, c'est que cette prochaine baisse des taux, elle est beaucoup moins sûre. Il y a pour l'instant, je crois, c'est 20 ou 30% de chances qu'on ait cette baisse des taux. Donc, il y a beaucoup moins de chances qu'on l'ait. Et en plus de ça, il y a moyen que, voyez, on ait Trump qui risque d'annoncer la prudence pour début 2026 et de pas trop se précipiter pour la baisse des taux. Et ça, le marché ne va pas du tout kiffer, comme on a eu là en octobre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le QT et le QE. Le QT a été annoncé, la fin du QT a été annoncée pour le 1er décembre, vous voyez, 2025. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde est bullish par rapport à ça et surtout par rapport au prochain QE. Mais historiquement, les gars, le QE, ça met 6 à 18 mois à se lancer.
Je vous rappelle rapidement, mais en fait, le QT, c'est quoi? C'est la phase, je vais vraiment simplifier, mais en fait, le QT, c'est une phase où la Fed, donc la banque centrale qui gère le dollar, sont dans une optique de baisser les taux d'intérêt pour du coup stimuler l'économie parce que l'inflation est assez basse. Bon, je le simplifie. Le QE, j'ai dit n'importe quoi, ça c'était le QE, désolé. Le QE, c'est ça, c'est en gros, on va baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation a baissé. Enfin, l'inflation est assez basse, du coup, on peut se permettre de baisser les taux d'intérêt. Et en général, les QE, c'est vraiment une phase où on a une stimulation de l'économie. Le QT, donc ce qu'on est en train de finir, c'est plutôt une phase de restriction monétaire où en fait, on va réduire l'impression monétaire, on va essayer de réduire aussi d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de gérer en fait cette inflation. Et en général, c'est une phase qui n'est pas du tout appréciée par les marchés. Et ces phases de QT, QE, ça dure plusieurs années. C'est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire un QT, on peut le taper pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et ensuite, on passe sur un QE où on a une transition de 1 an entre les deux. Puis après, on repasse sur un QE voilà, qui dure 2, 3, 4, 5 ans. Et là, en fait, on est un QT depuis 2022, si je ne me trompe pas. Du coup, ça fait quand même quelques temps. Et là, donc, la fin du QT qui est annoncée pour le 1er décembre, c'est une excellente news. Mais derrière, faut pas oublier que voilà, la transition entre le QT et le QE, ça met du temps. Et donc, on peut attendre 6-18 mois en moyenne pour le lancer. Par rapport à ce que j'ai pu trouver dans l'économie qu'on a actuellement, un QE qui arriverait dans 6-12 mois, c'est ce qui paraîtrait le plus logique. Et donc, dans la logique en fait, des choses, on devrait avoir un QE qui commence fin 2026. Et les gars, fin 2026, on a de la marge. C'est-à-dire que fin 2026, on a le temps de se taper un bear market pendant 1 an, comme on a eu tout 2022, avant d'avoir voilà, le QE. Et du coup, je me dis que niveau timing, se taper un bear market durant la transition QT-QE et ensuite repartir en phase haussière, fin de bear market, fin 2026, en début du QE, bah, ça irait plutôt bien. Ensuite, vous voyez, on a tout le monde par rapport au QT, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui s'enjaillent par rapport à la liquidité globale qui devrait arriver avant la fin du QT, début 2026. Et ça, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parce que oui, il y aura de la liquidité, c'est-à-dire que quand en fait un QT se finit, en général, il y a un peu de liquidité qui arrive à la fin du QT, revient à la fin du QT, et le temps que le QE arrive. Mais le plus gros de la liquidité arrive quand le QE débute, pas quand c'est la fin du QT. Et je pense que les attentes par rapport à cette liquidité-là qui devrait arriver sur le marché, elle est trop élevée par rapport à ce que c'est réellement. Et ça, le marché, il va pas aimer. Si en fait on a une attente qui est trop élevée par rapport à ce que c'est réellement, en général, le marché, il corrige. Ce qu'il faut pas oublier aussi, moi, ce qui me fait surtout peur, bah, c'est que les marchés traditionnels, ils sont sur les plus hauts historiques. Si tu regardes sur les derniers mois, bah, voilà, les S&P, le Nasdaq, ils sont vraiment sur les plus hauts. Donc il suffit que les marchés traditionnels corrigent un petit peu, bah, les cryptos vont prendre encore plus cher. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le dollar. Les gars, le dollar, regardez le dollar en weekly et même en mensuel, il commence à poser son bottom. Surtout en weekly. En weekly, il pose un joli W, un gros bottom. S'il le valide et qu'il casse ça à la hausse comme il est en train de le faire, ça va être mauvais. On risque de rentrer dans une phase où bah, le dollar, il va monter sur plusieurs mois, peut-être toute l'année jusqu'à fin 2026, jusqu'au QE. Et ça, bah, les cryptos, en général, elles kiffent pas trop. Donc pour moi, perso, je trouve que pour début mi-2026, ça reste quand même très bearish niveau macro, pour avoir un nouvel étage sur la crypto. Par contre, fin 2026, ça s'annonce bien plus optimiste avec le début du QE et quand ça coïnciderait pile avec la fin du bear market après 1 an de baisse. Donc niveau macro, après, c'est peut-être mon avis qui est un peu biaisé par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on a des attentes qui sont trop élevées par rapport à voilà, ce qui va vraiment arriver. Et souvent, en fait, on voit que les news qui arrivent par rapport à la macro, mais on voit pas les time frames qu'il y a. Par exemple, on se dit, voilà, fin du QT, on va voir le Q qui arrive, on a la baisse des taux qui vont s'enchaîner, etc. Mais ça, c'est dans beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que le QE, ça va être dans sûrement 1 an. Les liquidités qu'on attend pour la fin du QT, bah, ça va sûrement pas du tout être assez comparé à ce qu'on attend, et ça suffira pas pour relancer une dynamique haussière sur les cryptos. Et la baisse des taux, ben, il y a grave moyen que après, si celle de décembre est validée, bah, que la Fed soit un peu plus chill sur la baisse des taux, et ça risque de pas forcément continuer durant tout début 2026 en tout cas. Ensuite, niveau technique, bon, on a le Dead Cat Bounce vers les 96 000, 100 000 dollars au 0,38 de Fibo que je parle depuis tout à l'heure. Donc vraiment cette zone-là qui est hyper important. En plus de ça, on peut combiner le ruban weekly qu'on tient quand même depuis le début du bull run. Le début du bull run, on a ce ruban weekly. Et là, en fait, venir le casser et le retester là en weekly et se faire rejeter, bah, ce serait le mouvement parfait, si vous voulez, pour voilà, se faire rejeter et partir en marché baissier. Donc, vous voyez, ce passage-là des 0,38 de Fibo avec le ruban, il va être super important. Ensuite, le gros signal qui, moi, me fait peur, je sais pas si on l'avait vu ensemble la dernière fois, mais c'est le MACD mensuel. Les gars, le MACD mensuel, il fait flipper. Non, c'est dinguerie. Ouais, ça, les MACD mensuels, à chaque fois, ils croisent qu'une fois par bull run. C'est-à-dire que là, tout bull run, on est en croisement haussier. Dès qu'on croise bearish, bear market. Et à chaque fois, c'est sur le Dead Cat Bounce. Là, pareil, 2022, croisement bullish, tout le bull run. On arrive, croisement bearish, pile sur cette bougie mensuelle, et on est juste avant, le Dead Cat Bounce, et ensuite bear market. Et là, les gars, on reproduit le même truc. C'est-à-dire que croisement bullish, tout le bull run. On arrive sur le croisement bearish
les gars, ce mois-ci, novembre 2025. Donc on va voir si ou pas il va être validé, mais normalement oui. Et du coup, on est dans la même situation qu'à chaque fois. Et là, si on valide ce croisement bearish, on peut faire un petit dead cat bounce qui dure 1 ou 2 mois et après, bam, bear market comme on l'a eu à chaque croisement bearish sur le MACD. Donc comme d'hab, c'est pas parce qu'un indicateur a marché à tous les cycles précédents qu'il a forcément marché actuellement, mais c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, le MACD, si vous voulez, c'est un indicateur momentum. Donc si vous voulez, quand il monte comme ça, plus il monte, plus il va y avoir le momentum du marché, un peu comme le RSI, mais qui soutient en fait, si vous voulez, la force acheteuse. Derrière, quand vous avez un RSI, on a une correction comme ça. Derrière, quand vous avez un MACD qui corrige plus que d'habitude, il y a un problème au niveau du momentum. Vous voyez, quand on a une correction, comme on a eu celle-là, et ouais, on a un MACD qui commence à corriger, mais qui est loin de croiser, on est bon. Quand, pareil, là, on a une correction qui est un peu plus profonde, mais oui, le MACD se casse un peu la gueule, mais ça va, on reste quand même toujours en croisement bullish large, et c'est toujours bon, il y a toujours du momentum. Par contre, là, quand on commence, on fait une correction qui est à peu près similaire en termes d'amplitude ce qu'on a eu durant les 2 dernières. Par contre, on voit que le MACD, il est beaucoup plus baissier que ce qu'on a eu avant. C'est-à-dire que le momentum est beaucoup plus baissier, on a beaucoup moins de volume, on a beaucoup moins de momentum. Vous on voit au niveau des volumes, c'est de plus en plus descendant que ce qu'on avait avant. Et donc là, en général, ça plaît un peu. Ensuite, dernier point, petite target pour le bull run, je vous en parlais dans la vidéo, mais en gros, si jamais on part, alors pas target pour bull, target pour le bear market, je fais un amalgame. Si on part en bear market, logiquement, on pourrait baisser pendant 1 an et arriver jusqu'à fin 2026 au niveau du bottom, comme on le fait à chaque fois, et revenir comme à chaque fois là aussi au 0,786 de Fibo. Chaque fois, on fait ça, 2015, 2018, 2022. Et là, en fait, si on recalque du coup ces 0,786 de Fibo par rapport à ce bull run, ça donnerait une target, vous voyez, à ce niveau-là, vers les 40 000 $, pile ici. Et en gros, pour moi, toute la box qui est avant serait intéressante d'acheter, donc des 60 000, toute la zone ETE, là, des 0,78 au 0,786, donc des 60 000 au 40 000 serait intéressant. Là où ce sera ultra intéressant si jamais on revient en dessous, c'est tout ce qu'il y a en dessous des 40, entre les 30 et les 40. Et là, à mon avis, il faudra faire un bon all-in sur Bitcoin si on revient dans cette zone. Donc voilà pour ça, voilà pour ce gros tweet. L'autre chose aussi qui m'inquiète pas mal, c'est les réactions du marché, les réactions des gens par rapport à la phase de marché qu'on a actuellement. C'est toujours dur de l'estimer. Ça veut dire que tu as toujours des gens, ils vont dire ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde parle du bear market, du coup on partira pas en bear market. Et puis d'un autre côté, tu peux regarder plein de gens qui vont dire mais tout le monde parle du bull run, du coup on va pas partir en bull run. C'est toujours pareil. Et en fait, essayer de calculer ça, c'est impossible. Comment tu veux calculer le fait que tout le monde parle de bear market, tout le monde calcule de bull run? Ça va dépendre uniquement du filtre qu'on a en fait de notre cerveau, de notre vision des choses. Si on se focalise sur les datas du bear market, on va voir que des gens de parler de bear market. Si on se focalise sur les datas du bull run, on va voir que des gens qui ont parlé du bull run. Et du coup, moi, j'ai peut-être un biais négatif de me dire, voilà, vu que j'anticipe plutôt un bear market, je vois que les gens qui parlent de bear market. Et ça, c'est très dur en fait de le voir objectivement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est regarder donc le tweet que j'ai fait et voir un peu les réponses les plus likées. Et vous voyez, dans les réponses les plus likées, la réponse la plus likée de loin, c'est celle-là. Et c'est Matt Meg, donc un abonné, qui me dit je suis pas d'accord. On peut pas call un bear alors qu'on a 0 all season, Bitcoin dominance encore haute, sentiment en extreme fear, aucune euphorie retail, ça ressemble plus à une purge middle tick qu'à un top. Et ça, c'est le commentaire le plus liké. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que la majorité des gens sur mon tweet étaient plutôt en mode on va pas partir en bear market, on a plus de chances de repartir en bull run. Et donc, je dis pas que c'est la généralité, mais en tout cas, la généralité qu'il y avait sous mon tweet était plus en mode on va partir en bull run. Et ça m'inquiète pour me dire qu'on va partir en bear market parce que la majorité est plutôt pour le bull run. Bon, en mettant de côté ça, les points du coup que nous passe Matt dans ce qu'il nous dit, le problème de ces points, c'est ce que j'explique ici, c'est que, c'est ce que je me disais aussi, le problème c'est de partir du principe que parce que quelque chose est produit lors des derniers cycles, que ça va forcément se reproduire. C'est un peu ce que je vous expliquais avec le MACD ici, c'est pas parce que c'est produit à chaque fois que ça va forcément se reproduire. C'est pas parce qu'à chaque fois on a un dead cat bounce que ça va forcément se reproduire. Même si, voilà, en général, tu as quand même souvent une similitude qui revient. Et là, du coup, dans ces points, je pars du même principe que souvent, à chaque cycle, tu as après les mêmes similitudes. Par exemple, à chaque cycle, on a un bull run sur BTC, et ensuite la liquidité se verse sur les gros altcoins, puis les petits altcoins, et puis on a les que-season. Là, ça n'a pas été le cas. Du coup, on pourrait se dire, on n'a pas eu cette similitude, et essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, je pense que la raison principale de ça, c'est qu'on n'a pas eu assez d'impression monétaire, on n'a pas eu assez de phase de Q, on n'a pas eu assez de baisse des taux qui stimule complètement l'économie, assez pour avoir de la liquidité sur les altcoins. Pour l'instant, les seuls passages qu'on a eu, c'est les barrières sur la liquidité des grosses caps comme Bitcoin, un peu Ethereum, Solana, même si c'était pas folie, on a quand même eu des trucs intéressants, et surtout les marchés traditionnels, S&P, Nasdaq, etc. Et il nous manque cette liquidité-là supplémentaire qui est due aux baisses des taux, à la stimulation de l'économie avec le QE, etc. Et ça, je pense pas qu'on l'aura pour 2026. À mon avis, ce sera pas assez fort.
Si on n'a pas eu là pour 2025, je vois pas pourquoi on l'aurait pour 2026, alors qu'on est sur une transition entre le QT et le QE. Et ça, du coup, c'est à chaque fois pareil. Ouais, pour le quelques saison, la Bitcoin dominance encore haute, sentiment en extrême fear, aucune euphorie retail. Ça, c'est pas parce que on l'a eu dans le passé qu'on va forcément le revoir. Et ouais, ce que j'explique ici aussi, c'est qu'en 2021, j'ai été pas mal déçu par certaines data et indicateurs que j'attendais, qui s'étaient produits à chaque ancien cycle et qui ne sont jamais, finalement, jamais arrivés. Je pense que les alts réagissent plus aux phases de QE et de liquidité massive qu'aux phases de cycle des cryptos. Et ça, maintenant, j'en suis plus persuadé, avec surtout, d'autant plus avec ce bull run. Et pour ceux qui s'en souviennent, en 2021, fin 2021, les gars, on avait fait un bull run de fou. C'est-à-dire dans le sens où on avait Bitcoin qui a fait une belle performance, même si on s'attendait à mieux. On avait les altcoins qui avaient tout pété, ils avaient plus pété que ce qu'on attendait. Et moi, j'étais quand même en mode, voilà, il y a énormément d'indicateurs, que ce soit par rapport aux baleines, à l'époque c'était institutionnel, il y avait aussi tous les indicateurs, pas forcément macro, mais plus indicateurs on-chain et graphiques, data, etc., qui n'étaient pas sur les mêmes tops qu'on avait en 2014 et 2017. Et du coup, j'étais en mode, on va attendre que ces indicateurs arrivent au même niveau que 2017 pour se dire qu'on est sur une fin de bull run. Et finalement, j'ai loupé le bull run parce que j'ai loupé le top du bull run parce qu'on est parti en bear market et moi, j'attendais toujours qu'on reproduise la même chose qu'on avait fait en 2017. Et en fait, en 2021, on a fait un bull run qui était différent de 2017. En termes d'amplitude sur BTC, en termes de timing, c'était à peu près similaire. Mais par rapport aux petits indicateurs, par rapport aux altcoins, par rapport aux data engine, etc., il n'y avait pas tout qui était similaire. Et du coup, j'ai loupé le top du bull run comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Même si là, c'est quand même encore plus différent. Je pense que la différence du bull run qu'on a eu actuellement entre celui actuellement et celui de 2021, elle est encore plus grande que celle qu'on a eu entre 2021 et 2017. Parce que, en fait, là, la différence, c'est qu'on a eu très peu, au final, zéro d'alque season. Et on a eu plus plein de petites alque season qui sont venues à des moments, mais jamais une grosse d'un coup qui arrivait. Et ça, je pense, ça s'explique par rapport à la liquidité qu'on a manqué. Bon, pour passer sur TradingView, vous allez voir que là, ça va être le plus intéressant parce que c'est là où je vais pouvoir vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire sur BTC, qu'est-ce qu'il faut au moins privilégier et surtout voir en détail qu'est-ce qu'on a fait en 2022, 2018, comment est-ce qu'on pourrait les calculer par rapport à ça et les indicateurs aussi. Vous allez voir au niveau des croisements, etc., on a des choses intéressantes. Bon, déjà, voilà, BTC, on est là, vous voyez, en weekly, on a eu notre mèche en dessous de la FG, on clôture dedans et là, on rebondit. Vous voyez, en weekly, on a une belle bougie de rebond. En daily, parfait, vous voyez, on enchaîne aussi. Le truc que j'expliquais, c'est en 4 heures, on a laissé une FG juste là. Donc en fait, venir combler la FG, ensuite continuer le rebond, ça paraît très logique, parce que pour l'instant, c'est exactement ce qu'on a fait. À chaque fois, vous pouvez regarder, chaque fois qu'on a eu des FG, par exemple ici, on est venu la combler. À chaque fois qu'on en a laissé pareil ici, on est venu la combler. Et du coup, tout le long du marché, on est monté, combler la FG, monté, combler la FG, monté, combler la FG, monté, et du coup, combler ici pour repartir. Ça me paraîtrait pas déconnant, c'est pour ça du coup je mets des ordres ici. Donc voilà, après l'objectif c'est de continuer à monter, d'aller chercher donc ce niveau-là, qui coïncide du coup, rappelez-vous, avec le ruban, hop, weekly, qu'on a tenu depuis le début du bull run, quand même à chaque fois, on l'a bien tenu. Là, c'est la première fois qu'on le casse. Donc casser ce ruban, revenir le tester là en weekly et se faire rejeter, ça voilà, ce serait très très mauvais comme j'expliquais. Et donc ça, on va voir comment ça va se dérouler, mais en gros le ruban, voilà, il risque de, avec le temps de latence, de s'étaler comme ça, et on risque d'avoir un haut du ruban qui va se situer sûrement sur vers les 100, 101 000 $. Donc la clôture weekly qui va se faire ou pas dans le ruban, qui va se faire rejeter, ou alors qui va passer au-dessus du ruban, elle aura de l'importance. Donc ça, on le regardera. L'autre chose, bien sûr, donc c'est par rapport au Fibo. Quand vous prenez les Fibo ici, 0,382, on est pile dans les 98 000 $, ce qui correspond, rappelez-vous, aux zones de liquidation de short qu'on a entre les 98 et 96 000 ici. Et cette zone de Fibo, c'est vraiment la zone de Fibo typique qu'on a eu en 2022 ici pour les rebonds, où hop, on corrige, on remonte, 0,32 de Fibo, on part bear market. Et même chose en 2018, il était un peu plus technique, mais en gros, hop, on partait de là à là à la baisse. Vous voyez, zone de rebond ici, 0,38 de Fibo avant bam, repartir à la baisse. Bon, on a tout ça. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on a une FG weekly qui est là. Vous voyez là, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, la FG, rappelez-vous, donc c'est les trous qu'on laisse dans le marché comme ça, et entre deux bougies, et qu'en général, on revient combler pour du coup garder la tendance haussière, où en gros, on monte, on laisse des FG, hop, et souvent on vient combler, et ensuite on repart. Et du coup, on relaisse des FG, qu'on revient combler, et ensuite on repart, etc., etc. Du coup, ça forme une tendance haussière. Par contre, le jour où la FG, on clôture en dessous, c'est-à-dire qu'on fait une IFVG, et ça en général, c'est indicateur d'une tendance taux baissière. Du coup, on inverse la tendance. Et donc là, vous voyez, on a venu combler la FG, donc on est toujours dans une tendance qui reste haussière, entre guillemets, par rapport à cette FG. Et là, si on dézoome, si on zoome un peu plus, du coup, on a une FG qui a été créée ici, vous voyez, entre cette bougie-là et cette bougie-là, mais du coup, à la baisse. Et donc, cette FG est aussi importante parce que si on vient clôturer dedans et on commence à se faire rejeter, c'est-à-dire que là, on reste dans une dynamique qui est baissière ici, dans une dynamique plutôt haussière pour l'instant. Mais si du coup, on passe là et on casse cette FG-là, le jour, en fait, on clôture en dessous de cette FG ici, et on fait du coup une IFG, là, pour être sûr que la tendance qu'on avait ici, qui était toujours haussière, là, elle est cassée, et on passe dans une tendance qui est complètement baissière.
Mais du coup, il faudra casser la clôture weekly au niveau des 86 000 ici. Mais donc, pour revenir sur cette hop, FSG weekly ici, vous voyez, on peut clairement revenir dedans, ce qui correspond pile en plus aux 98 000, donc au Fibo, plus le ruban, plus les zones de liquidation. Et là où ça pourrait donner une indication plutôt bullish, ce serait de clôturer au-dessus. Si on clôture au-dessus, c'est-à-dire qu'on fait une FVG, et ça serait plutôt bullish. Donc, les clôtures qu'on va avoir là, entre les 98 et 100 000, si on arrive à atteindre ce rebond-là, au niveau weekly, vont être très importantes. Parce que si on a des clôtures weekly qui passent au-dessus de la FVG, ici, plus au-dessus du ruban qu'on aura ici, bah, ça pourrait être très bullish. Et ça, voilà, on verra comment ça se passe. Mais pour moi, je privilégie plutôt, voilà, on monte, on vient clôturer éventuellement ici, puis après, bam, on repart à la baisse. Voilà, l'autre chose qu'il faut regarder, rappelez-vous, c'est la taille du rebond, enfin, le timing du rebond. Est-ce qu'on va rebondir comme on l'a eu? Ouais, regardez, on le voit à chaque fois, mais quand vous avez des rebonds de bull run, qui sont très différents des rebonds avant bear market. Dans le sens où, regardez, on peut déjà regarder par exemple, ici, ouais, en 2022, on corrigeait, on avait un rebond, paf, il était direct. Vous voyez, on corrigeait, paf, c'est direct. Rebond, paf, direct. Là, pareil, paf, direct. En fait, c'était rebond qui se faisait directement en quelques semaines, on repartait direct à la hausse. Et dès qu'on est passé en bear market, vous voyez, bah, le rebond, bah, il prenait beaucoup plus de temps. Ouais, on avait plus de 2 semaines. Là, pareil, on avait beaucoup plus de semaines. Et du coup, quand tu as un rebond qui est plus mou comme ça, avec de momentum, c'est qu'en général, bah, on est passé en bear. Même chose en 2022, vous voyez, par exemple, en 2021, je veux dire, vous voyez qu'on avait une correction ici, rebond derrière, vous voyez, ça enchaîne. 3-4 bougies vertes, là, bam, on repart direct. La même chose, vous voyez, on va à la baisse, paf, rebond, on repart. Là, pareil, baisse, paf, on repart en 3 bougies vertes, on est déjà sur les plus hauts. Alors que là, vous voyez, le rebond, du coup, avant le bear market, bah, c'était pas un rebond, il était comme ça. Et là, il aurait fallu enchaîner les bougies vertes pour continuer, si vous voulez, la tendance. Et là, le fait de faire un rebond qui est beaucoup plus mou comme ça, et ben, ça ressemble plus à un dead cat bounce, on n'a pas beaucoup de momentum, et du coup, paf, ça repart à la cave. Là, si vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a eu des rebonds qui étaient, vous voyez, assez brutal, paf, on pète d'un coup. La même chose, vous voyez, dès qu'on a corrigé ici, et ben, on regardait le rebond qu'on a fait. Quoi. On a posé le bottom, et derrière, rebond, paf, 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 ça a pété. Et donc là, même chose, si on voit un rebond qui est en 3 semaines, on arrive déjà là, et qu'on a un momentum qui est fort, ça peut être plus intéressant de repartir en tendance haussière que si on a un rebond qui sera plus lent et qui va mettre plus de temps, et qui aura du coup un momentum beaucoup moins fort et qui formera plus un dead cat bounce. Ensuite, comme j'expliquais, si du coup on forme, donc le dead cat bounce, on commence à corriger, ce qu'il faut viser comme à chaque fois, hop, on dézoome, les Fibos. Alors, je ne vais pas revenir, je crois que je vous l'ai déjà passé dans la vidéo, mais en gros, regardez les Fibos à chaque fois, ouais, d'ici à ici, on revient ouais, en dessous des 0,786. Même chose ici, hop, on prend le plus bas à ici, ouais, on est en dessous des 0,786. Et du coup, là, de même, si on prend ici à ici, on est pareil en dessous des 0,786, on est vers les 40 000 $. Donc, ouais, ça pourrait être une target qui pourrait être atteignable, ouais, et qui ferait qu'on ferait toute la transition entre le QT et le QE à ce niveau-là. Et puis, début du QE vers fin 2026, ici, on repète fort la hausse. Bon, ensuite, ce que je vais vous montrer, et c'est j'ai vu pas mal de gens qui me disaient, mais non, c'est pas possible, tout, on peut pas partir en bear market parce que le RSI est trop bas, en fait. Quand on regarde le RSI en weekly, là, c'est vrai qu'on se dit, bon, il a une divergence. Alors, ça, c'est clair et net, ouais, on le voit qu'il y a carrément une hausse du cours et une baisse du RSI, donc carrément une perte de momentum au fur et à mesure des tops, et que là, on arrive sur une fin de momentum haussière, parce qu'en fait, on a un RSI qui est de plus en plus baissier. Et du coup, on pourrait se dire que le RSI, il se rapproche des 30 en weekly, et que bah, à chaque fois qu'on est sur les 30 en weekly ici, on est sur des zones très basses, vous voyez, de bear market. Ça, c'est le cas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le RSI, plus il descend, plus il faut que le cours descende. C'est-à-dire que le RSI entre ce niveau-là et ce niveau-là, descend ça, bah, ça va être plus simple que de descendre de là à là, par exemple. Et ça, on peut très bien le voir. Regardez, par exemple, je vais vous montrer, hop, Dead Cat Bounce, par exemple, quand on était en 2018 ici, vous voyez, on était sur le Dead Cat Bounce ici. Regardez le RSI, il était là. Il était sur les 52 RSI. Et après, du coup, on est descendu à 30. Et ça a duré tout le bear market là. Même chose en 2022, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, on a eu donc le RSI qui a fait des tops ici. Ensuite, on a eu, hop, le deuxième top ici où il était moins fort. Pareil, perte de momentum sur le RSI. Ensuite, on est parti en marche baissier. Et vous voyez, de nouveau, là, on voit cette même chose. On a une grosse perte de momentum sur le RSI. On baisse de plus en plus. Et vous voyez, au niveau du cours, bah, ça monte. Mais au bout d'un moment, ça ne suit plus. Là, c'est la même chose. Et en gros, regardez le niveau de Dead Cat Bounce qu'on a eu. Donc, rappelez-vous, top du bull run. Hop, on corrige en dessous de la FG Weekly qu'on a là. Et là, c'est dans le même cas qu'on a actuellement. Vous voyez, rebond, Dead Cat Bounce et bear market. Et regardez le niveau du Dead Cat Bounce qu'on a ici. Tout en haut, bah, on avait un RSI qui était là. Vous voyez, on avait un RSI qui était à peu près par ici, donc vers les 40 de RSI. Et regardez les RSI qu'on a actuellement ici, il est où? 42 RSI. C'est le même. On est exactement au même niveau. Et donc, vous voyez là, entre le niveau des 48 000 et le bear market à 15 000, bah, en fait, au niveau du RSI, on a fait que ça. Là, ça pourrait être la même chose. Si le bear market, hop, on fait ça, bah, le RSI, en fait, il va juste faire tac, tac, pas comme ça. Exactement comme on a eu en 2022, en fait. Et au niveau du RSI, bah, au niveau du prix, c'est une catastrophe en descendre tout ça. Au niveau du RSI, on va descendre que de ça. Parce que le momentum, il sera beaucoup moins fort que quand on était, par exemple, tout là-haut et on aura une grosse différence comme ça, avec peu de prix qui changent. Je sais pas si vous avez bien compris. Et au niveau du MACD, même chose. Et MACD, ça fait peur. Alors, je vais revenir aussi sur le RSI, hop, en mensuel, parce que les deux font peur. Les deux font très très peur.
Ah, franchement, ça fait flipper. Allez, je vais tout enlever pour, hop, vous montrer. Regardez le RSI, là, je suis en mensuel, donc une bougie égale à moi. Vous voyez, à chaque fois, ce qu'on a eu, c'est ça. À chaque fois, on a eu, tac, cette grosse traîne là baissière avec le cours, donc ça marchera pas ici, mais qui monte. Et en gros, à chaque fois, on allait taper des niveaux très hauts de 95-90 de RSI, ici, ici, ici. Et du coup, là, on s'attendait à avoir pareil. Et au lieu d'avoir pareil, d'avoir une grosse phase haussière avant de paf, partir en bear market, et qu'est-ce qu'on a eu? Un top, deux tops, trois tops, bear market. Enfin, bear market, si voilà, on valide ce scénario-là. Mais du coup, dans le scénario du bull run, ce serait de faire ça, ça. Et en fait, dans les deux cas, c'est quelque chose d'historique, de jamais vu. C'est-à-dire que si là, on fait voilà, une dernière jambe haussière et on monte comme ça en bull run et on vient chercher ça, et ensuite on corrige, les gars, ce serait du jamais vu. C'est-à-dire que à chaque fois, on est monté comme ça, là, on est monté progressivement, là, on est monté en deux fois, mais on n'a jamais fait voilà, 3 tops comme ça sur, sur 2 ans, puis une fois de bull run comme ça. Quoi. Ce serait du jamais vu. Mais de la même façon que si là, on perd ma market et on fait ça, ce serait du jamais vu aussi, parce que ce serait la première fois qu'on n'aille pas au-dessus là, des 75-77 de RSI mensuels. Mais c'est vrai que niveau temporalité, ça se tient plus. Et puis surtout, quand on voit que le RSI descend progressivement, on perd de momentum, alors que le cours continue à monter. Ça, c'est en général, c'est très mauvais. Bon, la même chose, on peut faire le même travail, mais en gros, vous voyez, quand on avait le Dead Cat Bounce là sur BTC en 2018, on était ici au niveau des 62 RSI. Quand on avait le Dead Cat Bounce ici en 2022, regardez le RSI, il est à combien? Hop, pile ici, on avait le RSI qui était pile sur les 55. Et regardez le niveau qu'on a actuellement, c'est le niveau des 55. On est sur le même niveau. On est sur le même niveau de RSI que le niveau de Dead Cat Bounce qu'on a eu en 2022. Donc on peut pas dire que le RSI, c'est pas possible qu'il aille plus bas. Il peut aller plus bas parce que, vous voyez, on a eu ce niveau de RSI avant de partir en bear market en Dead Cat Bounce. Donc là, si on est sur un Dead Cat Bounce ou bear market, ce serait le même niveau de RSI qu'on avait ici. Donc en fait, on est pile dans ce qu'on avait fait durant les derniers bear markets. Et niveau MACD, voilà, je n'ai même pas envie d'en parler parce que c'est une catastrophe. Regardez ça, le MACD, c'est une catastrophe pour les gens qui sont bulls, mais le MACD, les gars, c'est quand même puissant. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu le croisement donc bullish du MACD, gros bull run, croisement bearish, paf, bear market. Et la même chose 2021, vous voyez, 2021, croisement bullish, gros bull run ici, et puis dès qu'on a commencé à avoir donc le premier top, on était tranquille, et ensuite deuxième top, et là, bam, croisement bearish, et regardez ce qui est fou, c'est que le croisement bearish s'est fait sur cette bougie-là. Cette bougie de janvier 2022. Et ensuite, on a formé le Dead Cat Bounce sur 2 mois. Et vous voyez, malgré le rebond qu'on a eu sur 2 mois, on allait chercher les 0,2 de Fibo. En fait, le MACD, il était toujours en croisement bearish. Ça n'a pas changé. Et après, bear market. Et là, on est en train de reproduire la même chose. C'est-à-dire que croisement bullish du début du bull run ici. Voilà, on a le MACD, momentum du MACD qui est aussi tout le bull run. Là, ça commence à s'épuiser. On voit que les volumes, ils descendent au fur et à mesure. On a quand même une baisse des volumes au fur et à mesure par rapport à la hausse qu'on a ici. Et ça, voilà, c'est une divergence. Hein. Les volumes qui descendent, le cours qui monte, en général, c'est pas ouf. C'est comme on a eu sur le RSI. Et on voit, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'à chaque correction qu'on a, donc ici, on a une baisse du MACD. Voilà, une baisse du MACD qui commence à être plus profonde, mais c'est encore correct. Et là, par contre, on a une correction en termes de prix qui est similaire à ce qu'on a eu ici et ici. Par contre, le MACD, il décroche bien plus. Il décroche bien plus parce que le momentum, la force acheteuse est beaucoup moins forte. Et ça, c'est pas ouf. Et là, du coup, on a croisement bearish qui se forme juste là, comme on a eu ici. Et là où ça peut être un peu, en fait, le piège, c'est que pendant 2 mois, on peut monter. C'est-à-dire que là, on peut avoir décembre et janvier qui sont un peu haussiers. On peut revenir aux 100 000 $, par exemple, en janvier, avoir 2 mois de hausse, et quand même être toujours dans ce croisement baissier, bearish du MACD avec toujours des volumes rouges parce qu'en fait, il a un temps de latence et du coup, là, il sera en train d'encaisser la baisse qu'il y a eu ici et pas le rebond qu'on a. Et donc derrière, si on a un rebond avec toujours un momentum qui est baissier, vous pouvez être sûr que Dead Cat Bounce, c'est pas fond par la baisse. En tout cas, là, quand je vois le MACD comme ça qui croise, c'est pas la folie. Bon, voilà pour tout ça. Petit détour sur les marchés traditionnels parce que je vous en parlais tout à l'heure sur Twitter, mais en gros, moi, ce qui me fait peur, c'est les marchés traditionnels sont historiquement sur des plus hauts. Et même si, là, on a un rebond de la S&P, en fait, à tout moment, si on a un petit décrochage un peu plus fort des marchés tradis, que ce soit S&P ou Nasdaq, les cryptos vont prendre encore plus cher. Et quand tu vois à quel point les cryptos, elles sont descendues fort, alors que la correction sur la S&P, il est pas fou, et tu te dis, putain, si on a une correction quand en mars, à piquer quoi. Parce que, juste regardez, on peut comparer rapidement, mais c'est quand même assez flagrant. Là, on voit, regardez la correction du S&P en mars comme elle était violente. Et regardez comme ça a corrigé sur BTC. Regardez, on a une correction qui est plus grosse, alors que regardez ce qu'on a fait sur la S&P, comparé à ce qu'on avait ici en mars. Donc imaginez si, je sais pas, dans l'année 2026, là, on a une correction, ce qui est d'ailleurs très probable, sur un an, on a une correction comme ça de la S&P, alors qu'on a corrigé de tout ça avec ça. Imaginez si on a ça. À quel point on peut corriger sur les cryptos. Ça, c'est un peu la corrélation négative qu'on a entre les S&P, enfin sur les marchés traditionnels et les cryptos.
Et le dernier truc qui, moi, me rassure pas trop, c'est le Nasdaq. Pas le Nasdaq, le dollar. Dollar qui me fait vraiment peur, vous voyez, en weekly. Alors, pour l'instant, on est toujours en train de galérer sur. Alors, je pensais qu'on l'avait passé, mais non, on est en train de galérer, donc ça, c'est cool. Vous voyez, enfin, c'est cool pour être bullish, mais en gros, en daily, ouais, on est toujours sur cette petite résistance ici. Et là, on s'est fait rejeter une fois, une deuxième fois. Pour l'instant, ça passe pas, mais bon, c'est juste des rejets temporaires. Vous voyez, on peut très bien voilà, repasser plus tard. Et après, quand on dézoome en weekly, vous voyez, on a vraiment ce bottom qui est en train de se poser là. Et là, si on remonte et on va chercher des plus hauts ici, ben, juste, ça dure quelques semaines, quelques mois, un an, bah, ça suffit pour le marché crypto pour galérer. Et juste à voir dans le passé, hein, regardez en weekly, à chaque fois qu'on a eu des bottoms qui ont été posés, vous voyez, par exemple ici, hop, on est parti en 2018, gros bear market. Même chose en 2022, ouais, quand on a posé vraiment le bottom ici, fin 2021, plutôt mi-2021, et puis après on a commencé à remonter, ouais, fin 2021 et surtout 2022, on a eu le bear market. Donc là, même chose, à voir. Je finis avec le commentaire du jour de Steve qui me dit ce qui fait mal avant tout ça, c'est de réaliser que les altcoins n'ont absolument rien foutu et que le bear market pointe le bout de son nez. Et c'est vrai que ça fait mal. Après, vous allez voir que c'est qu'une question aussi de perception. Je vais vous montrer ça. On peut pas dire non plus que les altcoins n'ont rien foutu. Alors c'est vrai que moi qui étais très très exposé altcoin, j'ai quand même le seum de dire ça parce que j'ai pas pris du tout les profits que j'aurais pu faire, que je voulais faire de base. Et au final, je serais juste rentré sur Bitcoin et j'aurais fait plus de rendement sur le capital total que d'être allé sur plein d'altcoins différents. Ça, c'est sûr. Donc ça fait un peu le seum. Mais on peut pas dire qu'il s'est rien passé non plus. Parce que, vous voyez, entre la phase donc 2022, le point bas du bear market ici, ouais, le point bas qu'on a fait ici de 2022 du bear market et le point haut qu'on a fait là récemment, où d'ailleurs on en est très très proche, et ben on a quand même fait une hausse qui est de quoi, 300%, 400%. Ouais, c'est ça, 400, quasi 400%, donc x5 sur le market cap total des altcoins. Donc il n'y a quand même pas eu rien, parce qu'en fait on a refait la performance qu'on a eu en 2021. Alors en 2021 on était parti de beaucoup plus bas, mais on a quand même fait une majorité de la performance avec voilà un gros x4 quoi, un gros x5. Mais là où ça fait mal, c'est que en fait, comparé aux autres cycles, c'est que la masse d'altcoins a été complètement diluée. C'est-à-dire que dans les derniers cycles, en 2017, il y avait genre 2000 altcoins, en 2021, il y avait peut-être 15 000 altcoins, là il y en avait 60 millions. Du coup, forcément, bah, t'as eu trop d'altcoins. Ce qui a fait qu'il n'y a pas tout qui a pété comme à chaque fois, mais il y a eu juste certains altcoins qui ont pété et d'autres non. Mais il y a quand même eu des performances. Cookie, voilà, j'ai fait des x50. BGB, on a fait un gros x50 aussi. Oui, du codec, Jube, des trucs comme ça, on a fait des gros multiplicateurs. Mais il y a beaucoup d'altcoins comme Chiliz, GLD, je sais pas, Cosmos, tous les trucs comme ça, qui ont été en 2021 sur lesquels on avait des attentes qui n'ont pas du tout marché. Et c'est cette perception-là qu'on a des altcoins qui nous fait rendre très, comment je pourrais dire, déçu en fait de la performance des altcoins durant ce bull run. Et ouais, la même chose sur Total 3. Le Total 3, je me dis, on va faire un double top, les gars. C'est vrai que les altcoins, bon, moi, mes bagues, ils ont fondu. J'ai pas grand chose à en retirer. Mais je préfère retirer le peu qui me reste et le réinjecter plus bas que de me retaper un market et que de devoir refondre mon capital qui a déjà bien fondu, quoi. Et quand je vois là qu'on peut faire un giga double top, regardez au niveau des lines, on voit ici que si on valide cette ligne de coup, et là on commence à casser ce niveau-là, vous voyez, on casse ça comme ça, on peut former un giga M et partir voilà, sur une baisse beaucoup plus forte. En fait, derrière, je me dis, ça se trouve, on est dans une phase de hausse des altcoins beaucoup plus longue. Et en fait, il ne fallait pas la voir que sur un cycle, mais sur 2 cycles. J'explique. En gros, hop, quand on met juste là, vous voyez, on voit, on a le top 2021, celui qu'on avait ici en 2025 et celui qu'on a fait fin 2025. Et en fait, quand on prolonge, hop, cette zone-là, alors ça sera peut-être mieux sur ce total 3 là. Et en gros, on fait une giga ta séance, les gars, je suis en train de me dire. Vous voyez, déjà, on a ça, hop, regardez, ça, comme ça, que j'expliquais, hop, ça fait une sorte de triangle ascendant, mais surtout, on a une giga ta séance avec, vous voyez, la grosse tasse, la petite anse ici qui est un peu merdique, et là, du coup, paf, répéter. Alors quoi que ta séance, en réalité, c'est plus à ce niveau-là. Mais bref, dans tous les cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il faut peut-être voir la vision de la season, pas sur ce cycle-là, mais sur 2 cycles en fait. Pourquoi? Parce que 2017, ça avait pété les altcoins, parce que c'était le début des altcoins. On était aussi sur une phase économique avec Twitter, etc., qui n'était pas trop dégueu. Et on avait aussi très peu d'altcoins, et donc on avait une offre des altcoins, un nombre d'altcoins comparé à la demande qu'il y avait, qui était avantageuse pour les altcoins. Parce qu'on avait quoi? 2000 altcoins pour beaucoup de gens qui voulaient investir dedans, donc forcément l'offre et la demande était hyper intéressante. En 2021, c'était toujours le cas. On avait toujours une offre et une demande qui était correcte. C'est-à-dire qu'on avait pas énormément de projets, on avait genre 10-15 000 projets pour beaucoup de demandes. Ce qui a fait que l'offre et la demande étaient super intéressantes et que surtout, on était sortis de Covid dans une impression monétaire qui était abusée. Et du coup, le combo des deux a fait qu'on a eu une giga season sur voilà, les altcoins. Mais là, le problème de ce cycle, c'est que c'était pas comme 2021 et 2017. Parce qu'on n'avait pas l'impression monétaire qu'il nous fallait. On n'avait pas la baisse des taux, la stimulation du marché, de la stimulation économique qu'il nous fallait pour avoir suffisamment de liquidité pour que ça se verse en dernier sur les altcoins. Et surtout, le gros problème, moi, que j'ai l'impression d'avoir vu durant ce bull run,
c'est qu'on a eu beaucoup trop d'offres. En fait, on avait beaucoup trop d'offres. On avait genre des millions, des dizaines, des centaines de millions de tokens pour pas assez de demandes. Ce qui a fait que l'offre à la demande était flinguée et qu'on n'a pas eu l'ensemble du marché des cryptos, des altcoins qui ont pété. Et on l'a très bien vu, où en fait c'était vraiment par phase, où on avait des moments où les altcoins ça pétait, puis il n'y avait plus rien, puis ça repétait, puis il n'y avait plus rien, puis ça repétait. Du coup, c'est fait en plusieurs phases durant 2-3 ans, et à chaque fois c'était des secteurs où tu avais un certain type d'alcoin qui pétait et d'autres non. Et ça a toujours été ça. Alors que 2021, c'était tous les altcoins qui pétaient d'un coup. Et donc le combo de tout ça a fait que on a eu une altcoin season, enfin une phase des altcoins durant ce bull run qui était un peu décevante. Mais derrière, moi ce que je me dis, c'est que voilà, là éventuellement on peut former le M, partir en bear market, se manger un bear market sur les altcoins, voilà, se manger une baisse comme ça. Et derrière, en fait, former, vous voyez, un truc comme ça, hop, par exemple, où on va créer en fait une consolidation sur 2 cycles, donc une partie sur 2021, même 3 cycles, une autre du coup, toute la grosse partie sur donc cette déception d'altcoin qu'on a eu sur 2023, 2024, 2025. Et ensuite, du coup, la dernière phase de paf, on pète fort, et là on a une grosse altcoin season sur le prochain cycle, du coup, pour après le bear market 2026, donc plus pour 2027, 2028, 2029. Surtout 2028, 2029, là on a le halving. Et ça pourrait être cohérent. Ça pourrait être cohérent parce que d'autant plus que, qu'est-ce qui va se passer? Si là on part en bear market, ouais, on forme un M, on part en bear market, tous les altcoins se refont éclater, tout le monde se fait éclater. Qu'est-ce qui va se passer? L'offre et la demande, elle va redevenir intéressante. C'est sûr et certain. Parce qu'en fait, la majorité des gens qui investissent, comme nous, vont se dire quoi? Ils vont se dire, j'ai fait que investir dans les altcoins. La majorité des gens qui sont sur ce marché, ils sont là sur les 4 dernières années, ils sont là depuis 2021, ils n'étaient pas là avant. Et du coup, ils auront la majorité de leur émotion, de leur mémoire qui sera ancrée sur cette phase-là de les altcoins, c'est de la merde parce que ça n'a pas marché. Et donc, tu vas avoir peu de gens qui vont vouloir se dire, vas-y, les altcoins, c'est sûr ça a pété parce qu'en fait, toute cette phase-là, après 2021, on était tous en mode, on recharge que tous les altcoins parce qu'on sait que ça va avoir une altcoin season. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, là, ce sera pas ça. Et vu que là, ça risque de corriger, en fait, les gens, ils vont pas être en mode, vas-y, on refait all-in dans les altcoins. Et donc, il y aura pas ce mouvement-là qui fait que tout le monde peut gagner parce qu'en fait, en 2017, il y a très peu de gens qui ont gagné sur les altcoins parce qu'il y avait très peu de gens là-dessus. En 2021, il y avait très peu de gens aussi. Il y en avait quelques-uns, moi j'en faisais partie, mais on n'était pas énorme, du début à la fin, parce que ça restait encore niché, et juste avant le Covid, il n'y a plus personne qui croyait forcément aux altcoins. Et là, en fait, le problème qu'on a eu au cycle, c'est que tout le monde attend les altcoins. Et du coup, quand tout le monde attend quelque chose, ça arrive pas. Et là, je me dis que du coup, vu que voilà, on peut corriger, que tout le monde était déçu de ça, et en fait, là, personne attendra les altcoins, et en fait, c'est là, ils vont péter. Comme à chaque fois. C'est quand on les attend pas qu'ils arrivent et qu'ils pètent. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est que du coup, vu que là, il y a beaucoup de projets qui ont foiré, beaucoup d'attentes qui n'ont pas marché, et en fait, il y a énormément de projets qui vont abandonner. Et du coup, on va sûrement passer d'un marché qui avait des dizaines de millions de projets, où là, on en aura moins. On en aura peut-être pas moins en termes de quantité, mais on en aura moins proportionnellement par rapport au market cap des altcoins. Parce que tous les gens qui ont lancé des projets dans cette phase-là et qui se sont pété la gueule, ils vont pas en relancer ici, il sera moins à la mode. Donc on risque d'avoir une offre et une demande qui redevient intéressant dans cette phase, plus le fait que les gens seront en mode, de toute façon les altcoins, on va pas gagner grand-chose, c'est comme 2025, faut pas investir dedans, et du coup là, ce sera intéressant pour investir. Et le dernier truc, c'est que on aura aussi la phase du QE durant 2027, fin 2026 qui risque de commencer, avec du coup toute la liquidité qui devrait se ramener durant le QE et qui sera du coup super avantageuse pour les altcoins. Donc plutôt cette vision-là, moi sur les altcoins. Après peut-être que je me trompe et au final on va faire une dernière jambe haussière et on va péter ça à la hausse et ça va former la grosse altcoin saison entre le QT et le QE. Bon, j'ai du mal à y croire, mais si jamais ça arrive, c'est pas grave, ce serait comme ça, et c'est pour ça que perso je compte vendre, voilà, que j'ai expliqué 80% de mes cryptos, mais pas tout, quand même garder toujours un bag au cas où si on valide un truc un peu improbable et que ça pète à hausse. Donc bref, grosse vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai été parfois un peu pas trop hyper concis, je sais pas si ça se dit, mais un peu à répéter les mêmes trucs. J'espère que ça sera pas trop galère à écouter. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à checker l'inscription. Vous avez Swissborg pour l'investissement, vous avez un compte Silver à l'inscription, plus 50 € de bonus, et je vous mettrai aussi Aster si vous voulez tester un peu le trading. Je vous laisse là-dessus et moi je dis à plus. Ciao.